Eh bien, Karine, bonsoir. Bonsoir, Verena. Bon, de retour au Zoom, hein, vu les circonstances actuelles et l'état du pays, on a choisi de revenir sur des vidéos à distance. Alors, le sujet de ce soir, Alors, le sujet de ce soir, Karine, nous allons parler, je crois, de quelque chose d'actualité qui est... Halloween, qui est demain. Et, ouais, Donc, on est sur ce thème-là, les fêtes des morts. à travers les différentes cultures et à travers le monde. Qu'est-ce qu'Halloween, son origine, comment elle se fait à travers quelques pays dans le monde. On a vu par exemple que dans certains pays, il y avait des actes qui étaient différents qu'en Suisse ou en France. La mort, ou en tout cas Halloween ou la Toussaint, ou tout ce qui tourne autour de l'après-vie est perçu différemment à travers les cultures, à travers les pays, à travers les époques aussi. La mort fait partie de la vie. C'est quelque chose qui est présent tous les jours. On a inconsciemment conscience de notre mortalité. Nous, simples humanoïdes vivant tous les jours et errants dans ce monde, on a quand même cette idée voilà, que ça va se terminer un jour. Comment on fait finalement pour ne pas devenir fou? C'est quand même assez particulier d'avoir conscience de sa propre finalité. Sur la Terre, aujourd'hui, on a eu à peu près 100 milliards de passages, c'est-à-dire des gens qui sont nés et qui sont morts. Il y a près de 100 milliards de personnes qui sont passées. Alors la grande question, c'est où vont toutes ces âmes? Il y a des croyances sur les réincarnations, il y a des croyances religieuses diverses. On ne va pas forcément rentrer dans ce débat-là, c'était pas l'idée de la soirée. En tout cas, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est que l'angoisse de la mort va générer une quête de sens de la vie chez les vivants, chez ceux qui sont là. Comment se traduit cette quête du sens de la vie et comment se traduit cette recherche du sens de la mort aussi, quelque part. Lorsqu'une personne autour de nous décède, lorsqu'on perd un proche, on rappelle sa mémoire lors d'un enterrement, on va parler de cette personne, on va beaucoup pleurer. C'est une période généralement qui est sombre et qu'on va traverser avec des émotions qui sont pénibles, qui sont souvent extrêmes. Mais à l'inverse, lors de la Toussaint, donc lors de Halloween, on va honorer de nouveau ces personnes disparues, ces morts, mais dans la joie, dans la fête. Des enfants vont se déguiser dans la rue, donc on va vraiment fêter la vie plus que la mort. Il y a une croyance qui veut qu'entre fin octobre et début novembre, la limite entre le monde des morts et des vivants serait tellement fine, c'est une période où la vibration serait tellement forte que ces deux mondes pourraient rentrer en contact. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir l'impression tout d'un coup de voir une ombre bouger ou on peut avoir l'impression d'entendre quelqu'un. Alors, est-ce que ce sont des croyances? Est-ce que c'est dû à l'obscurité? Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Mais il y a cette croyance et je crois que c'est une croyance qui date de longtemps. Karine. Alors, la fête de la Toussaint, en tout cas dans la religion chrétienne catholique, effectivement, elle date de l'an 631 par le pape Boniface à Rome. Donc, ça remonte déjà effectivement à très loin, cette notion de la fête de tous les saints, de fêter les morts. Halloween, en fait, ça remonte à l'époque celtique. Ça vient du gaélique. En fait, Halloween, c'est une contraction de All Hallows Eve, la veille de tous les saints. Cette tradition celte, il célébrait donc ce festival qui s'appelait Samhain, qui veut dire fin de l'été en gaélique. On croyait justement que la frontière entre le monde des vivants et celui des morts était imperceptible, ce qui permettait aux esprits de passer de l'un à l'autre. Donc, si les âmes des ancêtres étaient les bienvenues dans le monde des vivants, il était par contre nécessaire de tenir les esprits maléfiques à l'écart. S'il s'agit de danser avec des morts ou de défiler avec des zombies, il semble que cette fascination en fait avec le monde de l'au-delà, elle est un peu universelle. On la retrouve dans énormément, voire tous les pays. Cette fête d'Halloween, elle trouve donc son origine sur l'île d'Émeraude, qui est actuellement le berceau de Ritz. Et aujourd'hui encore, on célèbre Halloween par de formidables fêtes de rue, donc dans toute l'Irlande, avec de grands feux de joie, de magnifiques feux d'artifice, et notamment chaque année à Dublin, qui organise son traditionnel défilé d'Halloween avec toutes sortes de créatures fantomatiques
qui envahissent toutes les routes et les rues de la ville. Aux États-Unis, où c'est devenu quand même le berceau aussi d'Halloween, avec toute cette migration aussi des peuples celtes vers les États-Unis. Ça date depuis très très longtemps. C'est vrai qu'on retrouve des cultes très très anciens, notamment lors des cultes égyptiens. On voit que les morts étaient enterrés d'une certaine manière, étaient célébrés d'une certaine manière. Je crois qu'on a quelques exemples sous la main de certains dans lesquels ce serait célébré un petit peu différemment. Donc maintenant, on ne momifie plus nos morts dans aucun pays, quoique peut-être dans certains encore, comme ça se faisait en Égypte, parce qu'ils pensaient que si le corps était maintenu en état, l'âme continuait d'exister, et on faisait aussi des offrandes. Alors les Égyptiens étaient souvent accompagnés des chats, c'est pour ça qu'il y a souvent des chats qui sont associés aux Égyptiens. Et généralement, le pauvre, il y passait en même temps que son maître, et on l'enterrait avec son maître, parce qu'on pensait que le chat avait justement cette capacité de passer entre le monde des vivants et des morts, un peu naturellement. Pour accompagner le mort de l'autre côté, généralement, on laissait le chat partir avec lui. Heureusement, on fait plus ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que souvent, on voit pour ceux qui ont des chats, on les voit des fois fixer un mur ou regarder les choses qui sont pas forcément visibles pour nous. Alors, est-ce que c'est un autre monde? Est-ce qu'ils ont vraiment cette porte ouverte sur un autre monde? Qui sait? Ou est-ce qu'il se passe juste des choses dans leur tête? Après, c'est vrai que nous, on capte le monde à travers nos sens. Finalement, on voit ce que nos yeux sont capables de voir, on entend ce que nos oreilles sont capables d'entendre, et encore, on voit, on entend et on ressent ce que notre cerveau est capable d'analyser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre. C'est juste nous, bêtes petits humains, qui sommes capables de capter ce genre d'informations. Il y a peut-être plein d'informations autour de nous qu'on ne peut juste pas capter parce qu'on n'est pas construit pour. Revenons à nos morts. On voulait parler de certains rites funéraires dans certains pays. Avant de parler des pays, on va parler des gens du voyage qui s'arrêtent dans plusieurs pays. Comment ils s'occupent de leurs morts? Eux, ils ont une culture d'être ensemble, de vivre ensemble et de communauté qui est extrêmement forte. Ils n'ont pas forcément un pays attribué, mais par contre, leur communauté est extrêmement soudée. Et du coup, ils vont célébrer la perte d'un membre de leur communauté de manière aussi extrêmement forte et extrêmement codifiée. Les amis ou la famille du défunt peuvent venir de très loin, vont venir d'ailleurs de très loin pour pouvoir dire au revoir ou célébrer le défunt. Ils vont arrêter de manger pendant 3 jours et 3 nuits pour faire leur deuil. Ils vont exposer le corps dans sa caravane et ils vont brûler ensuite le corps avec ses biens. Donc le défunt va être brûlé avec ce qu'il possédait. Il y a vraiment cette idée d'avoir une coupure nette entre le moment où la personne était vivante et le moment où elle décédait. Donc la personne disparaît et tous ses biens vont disparaître, et ce qui va rester, c'est vraiment juste les souvenirs. Mais même le nom du défunt, vous aurez l'interdiction de prononcer son nom pendant 1 an, le temps de faire le deuil. Il y a énormément de tristesse, donc les gens vont pleurer énormément, ils vont montrer leurs émotions, mais à côté de ça, ils n'en parleront plus. Voilà, moi je trouvais que c'était une assez jolie tradition finalement, d'avoir vraiment cette coupure nette et ce nom qui sera plus prononcé pendant 1 année. C'est une autre façon de voir la mort à chaque fois, et toutes apporte quelque chose de vraiment chouette et de vraiment positif. Il faudrait presque faire un mix de tout ça. C'est comme si le mix de tout ça représenterait, entre guillemets, le rituel idéal, avec tout ce qu'il y a de positif dans toutes les cultures. Revenons à nos morts. Coucou! Du coup, ces traditions, elles viennent aussi souvent de très très loin. Par exemple, en Italie, je crois que c'est plus d'actualité aujourd'hui, ou peut-être dans des villages très très reculés, mais ils faisaient appel à ce qu'on appelle des pleureuses. Et c'était une vraie profession, c'est-à-dire que la famille faisait venir et payait des femmes, c'était généralement des femmes. Le métier de pleureur existe aussi, mais généralement c'était des femmes qui venaient et qui pleuraient pendant l'enterrement, qui pleuraient, qui hurlaient, qui se jetaient par terre. Plus c'était fort et plus c'était théâtral à quelque part, plus on montrait l'importance qu'avait la personne disparue à nos yeux, aux yeux de la famille. C'était vraiment pour pouvoir exprimer à travers ces personnes peut-être tout ce qu'on retient ou tout ce qu'on ne pourrait pas se permettre d'exprimer nous-mêmes. C'est encore pratiqué quelquefois en Afrique, mais ça tend vraiment à disparaître comme tradition. Oui. Et ouais. Alors moi, je vais vous parler. Alors, on prenait de la France, forcément.
Et en même temps, la France, la Toussaint, nous c'est ce jour-là la fête des morts, c'est vraiment un synonyme en fait de recueillement et de silence. En France, c'est pas du tout quelque chose de festif. C'est vraiment l'occasion en fait pour les familles de se rendre au cimetière. En général, c'est là où on nettoie aussi les tombes. Et puis surtout, où on amène pour nous la fleur emblématique, on va dire, de cette période-là, qui est le chrysanthème. C'est vraiment aussi une tradition d'aller mettre un chrysanthème sur la tombe d'une personne disparue. Alors après, tout dépend, on va dire les familles. Il y a la tradition en elle-même, et puis après, il y a ce que les familles en font. C'est pas quelque chose comme au Mexique ou au Népal, voilà, où il va y avoir quelque chose de festif. Ou en France, c'est plutôt une journée triste. C'est marrant parce qu'en France, toi, par exemple, quand il pleut, qu'il fait un temps pourri, qu'on voit rien, que c'est tout gris, on a l'habitude de dire « Oh, c'est un temps de Toussaint ». Parce que, tu vois, vraiment, on lie cette journée-là à quelque chose de triste. Donc, c'est vrai qu'en général, le 1er novembre, c'est une journée, effectivement, qui est liée au temps de Toussaint, avec de la pluie, avec du brouillard, avec le ciel qui est bas. Et à côté de ça, dans d'autres pays du monde, la fête des morts est complètement différente. Alors, par exemple, au Mexique, où ça s'appelle El Día de los Muertos, et c'est la fête des morts la plus célébrée, en fait, à travers le monde. Elle est même inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et elle vise à honorer les défunts, en fait, pendant 3 jours, au début du mois de novembre. Et en fait, voilà, ça a plus de 3000 ans, cette fête nationale. Et donc, cette fête dit que à cette époque-là, donc les morts reviennent sur Terre pour rendre visite à leurs familles et à leurs amis. Coucou! Et tout le pays vit alors au rythme des carnavals. Les Mexicains de tout âge paradent dans les rues avec des costumes colorés, parés de têtes de mort. Dans les maisons, des autels sont dressés en mémoire des aïeux et ornés de fleurs, de guirlandes en papier. Et chaque famille dépose les plats préférés du disparu devant sa photo. Dans les cimetières, les verres de tequila tintent au rythme de la musique et les allées se transforment en véritables pistes de danse. Donc c'est vraiment célébrer le mort, mais dans tout ce qu'il avait justement de vivant et de joyeux, avec la danse, avec les chants, avec la nourriture. Donc c'est vraiment aussi, comme tu disais tout à l'heure, une véritable fête de la vie. Au Népal, alors là, on est dans quelque chose de totalement différent, puisqu'au Népal, c'est le pays en fait où les vaches guident les défunts. C'est une tradition hindoue célébrée au Népal, dans la vallée de Katmandou. Elle a lieu chaque année durant une journée, à une date différente fixée par rapport au calendrier lunaire. Alors, elle est célébrée sous cette forme depuis le Moyen-Âge, et elle est née de la volonté du roi Pratap de rendre le sourire à sa femme après la mort de son jeune fils. Donc désormais, maintenant, pendant cette fête, les vaches, considérées comme saintes dans la religion hindoue, ou des enfants déguisés en vaches, aident à guider les personnes récemment décédées. Et le dieu de la mort, parfois représenté justement avec une tête de taureau, est lui aussi honoré à cette date. Des processions sillonnent les villes pour permettre aux membres de la famille du défunt de faire leur deuil dans la joie. Une façon aussi pour les Népalais de transformer leur deuil en gratitude envers la vie. Donc là, encore une fois, cette fête des morts nous aide en même temps aussi à célébrer encore plus la vie. Alors, je continue mon petit tour du monde. Allez, je te suis. Et je vous emmène en Sicile. Ah. Sicile, où l'île où les défunts couvrent les enfants de gâteaux. Alors, loin d'être tabou, la mort est célébrée dans la joie en Sicile chaque année. Le 2 novembre, les ancêtres disparus offrent des gâteaux et des cadeaux aux enfants de la famille, comme pour se rappeler à leurs bons souvenirs. Les enfants descendent alors dans les catacombes pour se régaler de petits personnages en sucre, comme des danseurs, des chevaliers, et manger donc ces petits personnages sur les tombes. À cette occasion, les plus petits peuvent même toucher les os des défunts pour maintenir le lien avec les morts. Très chouette, ce mélange en fait de vie et de mort et de célébrer en fait que de toute façon l'un ne va pas sans l'autre. Ça permet aussi quelque part de démystifier la mort et d'apprivoiser la mort et d'en faire peut-être quelque chose de moins triste et terrible que nous pouvons nous avoir de cette idée de la mort. Et vu que tu étais en Italie, est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelques infos sur Oh, mais avec grand plaisir. l'Halloween? Évidemment, Italie, pays extrêmement croyant, ils ont appelé Halloween le jour de tous les saints. Alors c'est intéressant parce que tu me disais qu'effectivement à l'origine Halloween signifiait quelque chose de très proche. La veille de tous les saints. La veille de tous les saints. Halloween, c'est justement normalement la veille de la Toussaint, puisqu'Halloween est le 31 octobre et que
La Toussaint, c'est le 1er novembre. Alors en Italie, ils vont faire la fête du 31 octobre au 2 novembre. Il y a vraiment des rues avec des saints qui sont à chaque pas, au fait, on peut marcher comme ça. Et il y a toujours une petite figurine de chaque saint le long de ces rues. Donc il y a vraiment cette tradition d'honorer tous les saints. Il n'y a pas seulement un saint qui est connu, c'est vraiment tous les saints. Il y a plein de fêtes, il y a plein d'événements là autour pour célébrer tout ça. Donc on est encore dans la fête, dans la célébration. Et ça va durer, comme je disais, jusqu'au 2 novembre. Et le 2 novembre, c'est le jour des morts, traditionnellement. Comment on va fêter ça? On va aller dans des discothèques pour aller faire la fête, costumé évidemment. On va aller pouvoir visiter des catacombes aussi. Il y a cette idée d'aller confronter sa peur, d'aller jouer un peu à se faire peur. La tradition d'une farce ou une friandise. Trick or treat. Tu nous le feras avec un meilleur accent. Vas-y, refais-le. Trick or treat. Treat. Magnifique. Donc cette tradition qui vient justement plutôt des États-Unis, d'où le merveilleux accent que tu partages avec nous ce soir, elle n'est pas très répandue en Italie, à contrario des États-Unis ou alors de la France ou de la Suisse, où maintenant c'est devenu un peu une tradition aussi. Par contre, on voit plutôt la tradition des citrouilles lanternes qui seraient présentées en décoration ou amenées avec des lampes, des lumières et des découpages intéressants. Et il y a des jeux aussi qu'on va faire, comme un jeu où par exemple on va aller s'amuser à attraper une pomme dans un bac d'eau. C'est peut-être pas la meilleure saison, hein, mais bon, il y a des jeux comme ça qui sont créés autour d'Halloween. Évidemment, on va boire du vin, notamment en Florence, où il y a des magnifiques vignobles, c'est très riche en vin, et on va célébrer donc en faisant la fête en buvant du vin de ces vignobles. Donc ça serait plutôt pour les adultes. On va profiter aussi des fantômes de la Renaissance qui entraient un petit peu des lieux comme ça en Florence. Donc on va profiter d'aller visiter ces lieux qui sont soi-disant hantés, toujours dans l'idée d'aller confronter un petit peu les fantômes du passé, mais évidemment en buvant un petit coup pour se donner du courage au passage. Et dans certaines villes plus médiévales, on va aller faire de nouveau des fêtes un peu costumées, où on va profiter d'aller visiter des lieux encore une fois hantés, des cimetières, des cryptes, des catacombes. Par exemple, tu parlais de la Sicile, il y a la fameuse crypte des Capucins là-bas, qui est assez fréquentée pendant cette période. Et un peu comme ici, on va regarder des films d'horreur et on va jouer un peu à se faire peur. Donc on profite de cette période d'Halloween aussi pour aller exorciser cette peur de la mort en allant affronter la mort dans la rue, la nuit, déguisé et en faisant un peu un pied de nez à cette peur et cette angoisse qui généralement nous étreint, mais là c'est l'occasion plutôt de fêter la vie. Voilà pour le petit plus pour l'Italie qui est finalement avec quelques différences mais qui reste un peu traditionnel par rapport à l'Europe avec les déguisements aussi. Merci pour ces infos. Donc, nous partons donc à Madagascar. Là est le pays où les morts dansent avec les vivants. Alors, élément essentiel dans le culte des ancêtres, le retournement des morts est une tradition bien ancrée à Madagascar depuis le 19e siècle. Bien que la majorité des Malgaches soient chrétiens, la plupart d'entre eux vénèrent les morts pour être protégés des malédictions. Donc, ce retournage des morts a lieu en hiver, de fin juin à début septembre, durant plusieurs jours. Mais les dates sont en fait propres à chaque village. Chaque année, les familles choisissent quel défunts elles retourneront. Et la présence de tous les descendants est presque obligatoire. Dans la bonne humeur et en musique, les tombeaux sont alors ouverts et les ancêtres sont enroulés dans de nouveaux linceuls de soie pour les tenir bien au chaud. La foule, vêtue d'habits neufs, s'empare ensuite des corps en dansant avant de les laisser place au recueillement et aux prières de chacun. Chaque ancêtre se voit honoré par un retournement tous les 3, 5, 7 ou 10 ans, selon le souhait des familles. C'est un rituel qui est excessivement chargé d'émotions. Je vous emmène maintenant en Malaisie, le pays où les fantômes ont de l'appétit. La fête des fantômes affamés a lieu le 15e jour du 7e mois lunaire du calendrier. Selon les croyances, c'est à cette période de l'année que les portes de l'enfer sont ouvertes et que les esprits maléfiques, des voleurs et des meurtriers se mettent à errer parmi les vivants en quête d'un festin. Donc par superstition, mieux vaut donc se protéger du mauvais sort. La nuit, des offrandes de nourriture agrémentées de bâtons d'encens sont alors déposées devant les maisons pour que les défunts retrouvent leur plénitude. Il arrive aussi que des lanternes flottantes soient déposées sur les cours d'eau pour délivrer les noyés. Toutes ces cérémonies, je trouve, sont porteuses de tellement de croyances, de traditions. Je trouve ça assez extraordinaire. C'est sûr, et de faire la distinction justement des noyés ou des brigands, finalement comme si on gardait quelque chose de notre passage sur Terre une fois de l'autre côté, et qu'on restait un petit peu, quelqu'un de mauvais resterait mauvais, un noyé porterait encore les séquelles. Je
continue mon petit tour du monde. À Haïti, les prêtres vaudous organisent des cérémonies et les participants dansent habillés de noir et de violet. Les adeptes se retrouvent autour d'une tombe sacrée sur laquelle ils crachent en fumant, buvant et en professant des obscénités. Un défilé appelé la Calabiusa est organisé pour célébrer la mémoire des défunts, où là, les participants se peignent le visage et le corps de noir et de bleu. Où est-ce que je peux encore vous emmener dont je ne vous ai pas parlé? Alors en Inde ainsi qu'au Pakistan, on se rend au cimetière principalement pour fleurir les tombes de ses proches défunts. Donc on est presque plus dans une célébration un peu européenne, entre guillemets. Ensuite, en Chine, le jour du balayage des tombes a lieu durant les 2 premières semaines d'avril. À l'occasion, les Chinois brûlent de faux billets, de petites maisons et voitures en carton ainsi que de fausses cartes bancaires. Au Japon, la fête est connue comme le festival Obon. Ça a lieu mi-juillet. Ce festival comprend des chants et des danses au rythme des battements de tambour autour d'une estrade de bois garnie de lanternes colorées qui sont lâchées sur une rivière avant la clôture par des feux d'artifice. Donc on voit à travers un petit peu ce mini tour du monde comme chaque culture, chaque tradition est différente. En écoutant un petit peu tout ce qui se passe comme ça à travers le monde, la vie est quand même en fait au centre de cette célébration des morts. Ça sera plus une célébration de la vie à ce moment-là, ou alors le fait d'exorciser cette peur de la mort en célébrant à tout prix la vie, en mettant des lumières dans les lanternes, en allant faire la fête, et des rires d'enfants, les enfants s'amusent. Quand j'étais gamine, on adorait jouer à se faire peur, donc on se mettait dans le noir avec une petite bougie, on se racontait des histoires qui faisaient peur. C'était plus un jeu, mais je pense que c'est aussi une manière de se confronter à une peur profonde. Alors Halloween, il faut quand même avouer que Halloween, même si le berceau n'est pas aux États-Unis, en tout cas à l'heure actuelle, le berceau d'Halloween, c'est quand même les US. Hein. C'est quand même là où ça se fête vraiment le plus. Hein. À tel point que les chiffres de vente associés à la célébration se rapprochent de ceux de Noël. Ça devient aussi une fête très, très, très mercantile. Hein. Mais par contre, qui est hyper célébrée. Moi, je me souviens que le premier Halloween que j'ai passé aux États-Unis quand je faisais mes études, alors ça remonte à... il y a 1 an ou 2. Ouais, voilà. Voilà, ça remonte à... Ouais, voilà. Et à cette époque-là, pour vous dire, quand même, ça remonte un peu loin, on ne connaissait pas Halloween pratiquement hein, en Europe. Enfin, moi, la première année où j'y suis allée, c'était dans les années 90, donc début des années 90. Et la première fois donc, où je fête Halloween là-bas, donc on sort, on se dit, c'était un vendredi ou samedi, allez, on sort en boîte. Et puis nous arrivons, et là, mais comme si c'est toute la boîte s'arrête de danser et nous regarde rentrer, nous 2 pauvres Françaises, les seules pas déguisées de la boîte. Et là, on s'est dit, oups, c'était pas une bonne idée. Mais on savait même pas, si tu veux, que c'était à ce point-là. Et que si tu allais en soirée, c'était déguisé, point. Enfin, il n'y avait même pas de question à se poser. Pour nous, c'était peut-être qu'il y en aura 1 ou 2. Ou, enfin, voilà, on n'avait pas encore pris la mesure de ce que représentait Halloween. Voilà. Et du coup, nous sommes rentrés, nous avons bu un verre, et puis quand on a vu que tout le monde nous dévisageait l'air de dire mais vous n'avez rien à faire ici, et ben on est rentré chez nous. Mais ça a vraiment été quelque chose d'assez extraordinaire parce que j'ai jamais vu autant de costumes magnifiques parce qu'ils font pas les choses à moitié, quoi. Nous, cette première soirée, ça a été un flop du début jusqu'à la fin parce qu'avant de partir en boîte, on avait acheté 2-3 bonbons, si tu veux, parce qu'on nous avait dit que il y aurait peut-être des enfants qui passeraient, donc on avait acheté quoi, notre petit paquet de Haribo, tu vois. Ouais. Mais c'est qu'au bout de 10 minutes, on n'avait plus rien. Parce que c'est effectivement tous les enfants du quartier qui passaient avec le trick or treat. Ce qui fait qu'au bout de 10 minutes, on s'est dit oups. Donc on a tout éteint à la maison, faire comme s'il n'y avait personne. Et effectivement, on a fait les morts. S'ils voyaient que la maison était allumée, qu'on n'ouvrait pas ou quoi que ce soit, on se prenait un œuf sur la porte. Hein. Et donc du coup, on est resté 2 heures enfermés dans la maison, tout dans le noir. Tac, tac, tac. Pareil, l'année d'après, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire acheter l'énorme saladier, tu vois, rempli de bonbons pour pouvoir accéder à la demande, quoi. Nous, c'est quelque chose qu'on connaissait absolument pas. Même en France maintenant, le trick or treat, il n'y a pas grand monde quand même qui passe à la maison pour demander des bonbons ou des choses comme ça. Alors, il y en a un petit peu, effectivement. Moi, ça me fait penser à une autre anecdote. C'est en France. Je me réjouissais d'Halloween. Je me disais, c'est super, je vais acheter plein de bonbons, ça va être sympa. Les enfants vont passer à la maison. 31 octobre, 6h, je regarde et mince,
c'est ce soir. J'ai complètement oublié d'acheter quelque chose. En plus, j'étais toute seule à la maison. J'avais pas de monnaie en plus sur moi parce que c'est vrai que généralement, si tu donnes pas de bonbons, tu peux donner un petit sou, mais j'avais que chi. Je crois qu'il devait me rester 3 carottes et du tofu, tu vois, donc Je suis pas sûre que ça fasse rêver. bon, par contre, j'ai la chance, effectivement, en France, alors je vois qu'aux États-Unis, ils appliquent leurs menaces. En Europe, en tout cas en France ou en Suisse, je me suis jamais pris d'œuf sur la porte, même pas à l'entrée. Mais j'ai fait comme toi, lâchement, j'ai tout éteint. Je me suis enfermée chez moi, lumière éteinte, dans mon canapé. Ça sonnait ou ça toquait quand même, j'ai fait la morte pour le coup. Mais j'étais pas très fière de moi. Mais je te comprends, parce que nous, la première année, on n'était pas fiers de nous non plus. Mais Voilà. ça reste quand même un super souvenir. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est leur façon qu'ils ont, tu sais, d'utiliser les grosses citrouilles, de les creuser, de faire le visage sur la citrouille et de mettre la bougie dedans pour que ça s'éclaire. Donc, tu sais, tu peux faire des visages soit souriants, soit pas menaçants. Ça, je trouve ça vraiment aussi très chouette. Non, mais aux États-Unis, ils n'ont pas le temps avec les décorations. Déjà, Noël, c'est un business, c'est terrible. Enfin, c'est terrible dans le sens positif du terme quand je dis ça. C'est magnifique. Une espèce de concours entre voisins à qui aura la meilleure décoration. Et là, pour Halloween, on commence aussi à rentrer dans le jeu, quoi. J'ai vu aujourd'hui, c'était aux États-Unis, hein, évidemment, les flics ont débarqué chez lui tellement sa décoration de son jardin était bien réalisée. C'est-à-dire qu'il y avait des sacs mortuaires dans son jardin avec une pelle et c'était comme s'il avait creusé pour cacher un corps. C'est pour dire que c'était si bien fait qu'il a vu des flics débarquer chez lui quand même. Faire attention au niveau décoration à ce qu'on fait. Après, avec le do-it-yourself et puis un petit peu d'imagination, tu peux faire des choses sympathiques. Là, pendant cette période, là, le week-end, malheureusement, on va être obligé d'en parler. Hein, c'est-à-dire que si on parle d'Halloween, on est obligé de parler du confinement. Coucou. Qui fait que ce week-end, de toute façon, j'ai pas acheté de bonbons parce qu'il y aura personne qui va venir sonner. Mais ça n'empêche pas, du coup, de quand même faire, j'allais dire la fête, mais de la manière qu'on veut, d'aller de se souvenir de nos morts, que ce soit des ancêtres très très lointains, comme le veulent les traditions celtes, ou que ce soit de nos proches disparus, récemment ou moins récemment, mais en tout cas durant notre vie à nous, comme le veut plutôt les traditions européennes. Et ça peut être aussi une période de recueillement où on peut faire notre petite Halloween à la maison. Après, ça peut être en regardant un film d'horreur en famille, avec les enfants, ça peut être en faisant des petites décorations sympathiques. Oui, il y a les traditions, oui, il y a des choses à respecter, entre guillemets, mais il y a aussi vivre ce moment comme on a envie de le vivre et comme on a besoin de le vivre. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des moments où on a envie de pleurer un bon coup, mais peut-être que des moments où on aura envie de passer du temps à évoquer les personnes disparues et avec tout ce qu'elles ont fait de joyeux, tout ce qu'on a pu partager de rigolo. Et je pense que c'est vraiment important de laisser libre cours à ça aussi. Là, en ce moment, la période est hyper compliquée à vivre aussi, hein. Et peut-être que c'est du coup le moment de le vivre peut-être un peu différemment cette année et d'être un peu plus dans ce souvenir joyeux et positif pour nous aider aussi à surmonter ces semaines qui nous attendent encore pas très sympathiques. Mais peut-être que d'autres auront besoin, au contraire, d'être encore plus peut-être dans la tristesse pour exorciser ça. À sa manière. Si on a besoin de pleurer, comme tu dis, ça peut être l'occasion de le faire. Si on a envie de rire, ça peut être l'occasion de le faire. Chacun va faire son deuil aussi, ou alors fêter ses morts à sa manière. Que ce soit vrai ou pas qu'il y a un monde des morts et un monde des vivants qui s'entrechoquent, on va dire, pendant cette période-là, ça n'empêche pas de le vivre avec son monde intérieur. Il faut faire ce qui va nous faire sentir bien. C'est l'occasion, en tout cas, de passer un message aux personnes disparues. Si ça existe, tant mieux. S'ils l'entendent, tant mieux. S'ils ne l'entendent pas, ça sera quelque chose qu'on a en nous, qui sera exprimé et qui sera à ce moment-là, comme tu disais, exorcisé. De toute façon, ça va faire du bien. Les êtres qui nous ont quittés resteront toujours une lumière pour nous quelque part, hein, dans notre cœur, dans notre tête. Et puis de célébrer la vie. La vie, exactement. C'est aussi un beau moment de connexion avec ceux qui nous sont chers et qu'on n'a plus à côté de nous. Donc profitez aussi de ce moment-là. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau live. Vous pouvez nous suivre sous le nom de VK_vibes. Et là-dessus, on fait des petites apparitions fantômes, soudaines. Coucou! Bon, allez, c'était la dernière fois, promis. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à commenter, à vous inscrire à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air pour nous soutenir. Merci. Gros bisous à vous tous. Prenez soin de vous et brillez les stars. Et brillez les stars. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.